Bonjour, je m'appelle Zoé Poteau, j'ai 31 ans, je fais 1m60 et je suis comédienne. Salut les oursons! Aujourd'hui on se retrouve pour la première des deux vidéos que je vous avais promis lorsqu'on a atteint les 1000 abonnés, à savoir la vidéo sur comment réaliser une interview. On me demande très souvent comment réaliser une interview, notamment parce que ce format est très apprécié, parce qu'il permet de véhiculer un propos ou de montrer l'image d'une personne de façon assez claire. Alors, quelles sont les petites spécificités de cette vidéo? Comment est-ce qu'on la prépare? Comment est-ce qu'on la tourne? Et comment est-ce qu'on la monte? C'est ce qu'on va voir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Charlie l'ourson. Et oui, alors le tournage d'une vidéo d'interview. Eh ben écoutez, c'est pas si différent d'un autre type de tournage, hein. On aura toujours les mêmes trois parties, à savoir la pré-prod, le tournage et la post-prod. Mais aujourd'hui, on s'intéressera qu'aux deux premières étapes, car la dernière fera l'objet d'une vidéo à part. En ce qui concerne la pré-prod, il va falloir faire attention à un certain nombre de choses. Et l'un des maîtres mots dans une interview, c'est de savoir à qui se destine cette interview. En effet, je vais prendre comme exemple dans cette vidéo une vidéo de présentation pour une comédienne que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Et donc toute ma réflexion va se baser sur le fait de quelle est la destination de cette vidéo. En l'occurrence, une vidéo de présentation, dans le cas présent, ça va être pour montrer qui elle est, pour expliquer aux personnes des castings quel type de comédienne elle est et qu'est-ce qu'elle a fait. Il va donc falloir être assez proche et assez naturel dans le traitement de la comédienne, là où par exemple, pour un artisan, on aurait mis plutôt en valeur son travail manuel. Et c'est bien ça le plus important dans une vidéo d'interview, c'est qu'il va falloir toujours garder en tête à qui se destine la vidéo, à quoi va-t-elle servir. En effet, si vous commencez à faire un montage hyper dynamique, avec énormément de lumière, beaucoup d'effets spéciaux, là où par exemple on vous demande simplement une vidéo de présentation dont le but est de voir l'essence même d'une personne, et ben vous passerez à côté de votre sujet. Et inversement, si jamais vous interviewez un artisan, mais que vous ne montrez même pas un outil, ou même pas un petit peu de son endroit de travail, et bien c'est pareil, vous passerez à côté de votre sujet. Il faut donc garder toujours en tête qui va voir la vidéo et pourquoi est-ce qu'elle est tournée. Bien, maintenant qu'on a compris que le plus important c'était le sujet et ce qu'il voulait véhiculer, il faut commencer le travail sur l'interview. L'une des choses qui peut être intéressante à faire, c'est de discuter avec votre sujet. Ça va vous permettre de cerner sa personnalité et de voir un peu ce qu'il veut représenter à travers cette vidéo. Dans le cas présent, la comédienne, je la connais relativement bien, on n'a pas eu cette étape. Mais effectivement, quand vous ne connaissez pas la personne, il n'est jamais inutile d'avoir un échange avec lui. Ainsi, vous pourrez avoir une idée un peu plus précise de ce que vous allez filmer. Vous allez pouvoir savoir si vous allez faire une vidéo plutôt fun, une vidéo plutôt institutionnelle, une vidéo qui va être très longue, une vidéo qui sera courte, une vidéo qui sera facile à tourner ou non, parce qu'il est assez simple de voir si la personne est à l'aise devant la caméra, et vous aurez un certain nombre d'informations assez importantes. Toute cette prise d'information, c'est ce qu'on appelle le brief. En fait, la personne va vous donner un petit peu ce qu'il attend de la vidéo, et vous noterez les points clés, les points chauds, qu'il faudra mettre en valeur dans la vidéo, et vous aurez déjà un début d'idée sur comment vous allez la tourner. Cette liste de points clés et de points chauds, il faudra la garder avec soi tout au long de la vidéo, afin d'être sûr de ne pas s'écarter de son sujet et de ne pas passer à côté de la vidéo. Et donc voilà, une fois que vous avez toutes ces informations, il va être temps de préparer le tournage en lui-même. Dans notre cas, c'était une vidéo de présentation pour une comédienne, et donc on a décidé de partir sur un point de vue très naturaliste, afin que les personnes qui vont recevoir cette interview puissent voir qui elle est réellement. Une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut donc s'intéresser au lieu de tournage, et là, c'est tout de suite un peu plus compliqué. On n'a pas forcément toujours le temps d'aller voir le lieu de tournage en avance, il va donc falloir essayer de récupérer un maximum d'informations. N'hésitez pas à demander à la personne s'il a des lieux déjà en tête, ou si éventuellement on peut lui faire des propositions, et surtout s'il a un lieu déjà en tête, demandez-lui à minima des photos et des vidéos du lieu, afin de vous rendre compte des volumes et surtout du bruit ambiant. Comme vous le constatez sur mes vidéos, par exemple, on a souvent des petits bruits de fond, des bruits de voiture, dans la mesure où j'habite à côté d'un boulevard, c'est très difficile à filtrer. Et donc, lorsque vous allez faire une vidéo d'interview, il va falloir faire très attention à ce genre de détails. Si vous ne pouvez pas vous y déplacer, la vidéo envoyée par le client peut être éventuellement une bonne base de travail. Encore une fois, si on repart du brief, on va regarder ce qu'on va vouloir filmer. Si c'est un artisan, on n'hésitera pas à aller dans son atelier en adaptant un petit peu l'espace de tournage. Ou si c'est dans le cas d'une comédienne, par exemple, d'aller chez elle comme nous l'avons fait, afin de tourner dans son espace naturel. Dans tous les cas, que ce soit un repérage physique ou un repérage par vidéo, il faudra faire attention à ce que le cadre représente ce que vous voulez donner dans la vidéo. Par exemple, filmer un artisan dans ses bureaux aura beaucoup moins d'impact que de le filmer devant une machine-outil. Une fois qu'on a bien cadré son sujet, qu'on a réalisé son petit brief, qu'on a choisi le lieu de tournage, qu'on a pu éventuellement aller le voir ou en tout cas demander une vidéo, il va falloir passer à l'étape du tournage. Et pour ça, il faut sélectionner du matériel, que ce soit pour la caméra, les lumières ou bien le son.
Et donc on en arrive à l'étape du choix du matériel. Là, on va dégager deux grandes familles. La première qu'on ne traitera pas aujourd'hui, c'est si jamais vous tournez dans un lieu ultra maîtrisé comme un studio ou chez vous directement. Et la deuxième famille, qui est le cas le plus répandu, c'est quand vous devez aller tourner chez votre client. Dans ces cas-là, il va falloir réfléchir encore une fois en fonction du sujet de la vidéo. Qu'est-ce que vous allez devoir tourner? Qu'est-ce que vous devrez mettre en valeur? Mais il y a quand même quelques questions un peu plus terre à terre qu'il va falloir se poser. Les prises électriques par exemple, si jamais vous n'avez que du matériel avec d'anciens types de lumière comme des HMI, il va falloir s'assurer que le client ait des prises disponibles suffisamment puissantes pour pouvoir brancher vos lumières. Dans le cas d'un tournage avec des LED comme je le fais la plupart du temps, aucun problème, ça passera quasiment sur toutes les prises domestiques. La question du son aussi va être importante. Est-ce que l'environnement est bruyant ou non? Combien de personnes vous allez devoir interviewer? Tout ça va vous permettre de décider si vous prenez un micro-canon sur pied ou si vous prenez un micro-cravate. Dans tous les cas, pour le son, on n'oublie pas la règle d'or, on double la prise de son. Et enfin, le choix de la caméra qui va aussi dépendre de l'environnement, si vous tournez en extérieur ou en intérieur, si vous faites que de la caméra fixe ou si vous allez faire de la caméra à l'épaule, en fonction de ce que vous allez vouloir représenter pour votre client. Tout ça se réfléchit non pas le jour du tournage, mais bien dans la phase de pré-prod, et il faut faire attention d'emmener tout ce qu'il faut, mais pas trop, pour ne pas se retrouver avec un cargo entier de matériel qui pourrait même éventuellement faire peur à votre client. Et voilà, vous avez cadré votre sujet, vous avez votre brief, vous avez choisi votre matériel, vous êtes mis d'accord avec le client sur où vous retrouvez, vous avez vu le lieu ou en tout cas vous avez vu une vidéo, et arrive donc le jour du tournage. On va s'intéresser donc maintenant à comment est-ce qu'on éclaire, comment est-ce qu'on prend le son et comment est-ce qu'on cadre une interview. Et donc on en arrive au tournage en lui-même. Je vais vous donner quelques petites astuces qui vont vous permettre de faciliter un peu ce tournage, que ce soit pour la lumière, le cadrage ou le son. Et on va voir ensemble lesquelles sont effectivement très importantes et lesquelles peuvent éventuellement être relayées au second plan. Et pour ça, je vais aborder tout de suite un sujet. Le plus important dans un tournage, que ce soit une interview ou d'ailleurs tout type de tournage, est très souvent à l'opposé de la caméra. En effet, on a tendance à penser qu'en ayant la meilleure caméra possible, on aura la meilleure image possible. Et bien vous verrez que c'est pas du tout le cas, et voire même c'est l'inverse. En effet, que vous tourniez avec un Lumix S5 ou la dernière ARRI35, et ben au final, si vous avez une mauvaise lumière, un mauvais cadrage, un sujet mal placé et un mauvais son, votre ARRI, elle vous servira à rien. En revanche, si jamais vous modifiez juste le cadrage, c'est-à-dire à peu près 80% de ce que les gens vont voir, eh ben, l'effet sera tout de suite beaucoup plus important. Il ne faut pas oublier encore une fois que c'est la personne qui regarde la vidéo qui va la juger entre guillemets et surtout qui va comprendre cette vidéo. Et au final, lui, que vous ayez tourné avec une ARRI35, une Red Komodo ou un Lumix S5 eh ben, il verra pas tant que ça la différence. Donc partons du plus logique, le cadrage. Comme je vous le disais, le mieux c'est quand même d'avoir une petite vue par avance de l'endroit où vous allez tourner, que ce soit en photo ou en vidéo, pour commencer à avoir une idée de comment on va se placer. On va toujours essayer d'occuper la plus grande longueur possible. En effet, ce qui est intéressant en interview, quand on veut mettre un sujet en valeur, c'est de le décoller de son arrière-plan. On n'a pas envie de le voir perdu au milieu de son décor pour que le spectateur ne soit même pas capable de repérer qui parle. Donc on va toujours aller chercher la plus grande longueur. Dans le cas de la vidéo que j'ai tournée, on a une pièce rectangulaire et donc ce qu'on fait, c'est qu'on décentre légèrement afin de prendre toute la diagonale. Ainsi, ça va nous permettre de créer un arrière-plan flou sans forcément avoir besoin d'ouvrir au maximum son diaph et décoller le sujet du fond. Et oui, parce qu'il faut faire aussi attention à ça, le diaph utilisé, même si on serait tenté d'utiliser une grande ouverture comme nos objectifs sont capables de le faire, il ne faut pas oublier que la personne devant la caméra risque de bouger, risque de changer un petit peu d'angle. Et donc avoir une zone de netteté qui commence au début du nez et qui termine au début de la narine ne sera forcément pas un avantage pour vous. Une fois qu'on aura choisi le bon côté, entre guillemets, le bon axe, il va falloir faire attention à où est-ce qu'on place le sujet dans l'image. En général, moi je respecte la règle des tiers chauds, après, libre à chacun de le mettre en valeur comme il l'entend. Une fois qu'on a placé son sujet, il va falloir aussi faire attention au fond. Il faut faire attention de ne pas avoir d'éléments non voulus dans le fond, il faut faire attention à ce que ce fond raconte quand même l'histoire de l'interview que vous voulez tourner. Et dans le cas qui nous occupe, le fond devait simplement représenter la personne en elle-même, donc on a tourné dans son salon. Passons maintenant à la lumière. Vous avez bien placé votre sujet, vous l'avez décollé du fond pour qu'elle soit mise en valeur, vous avez fait attention à ne pas avoir d'éléments invoulus dans le fond, il va donc falloir l'éclairer. Encore une fois, pour ça, je suis parti du sujet de l'interview, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voulait représenter. Comme on voulait représenter la personne de façon la plus naturelle possible, j'ai donc conservé l'entrée jour existante et j'ai commencé à travailler à partir de celle-ci.
En effet, soit vous pouvez vous passer de l'entrée de jour et dans ces cas-là, vous la masquez et vous pouvez construire votre lumière de zéro, soit quand vous avez une lumière imposée, vous devez d'abord partir de cette lumière pour ensuite composer votre lumière. J'ai donc calé mon exposition sur la fenêtre qui était derrière, pour ensuite la rééclairer de face avec un cob, venir faire une petite découpe avec un tube LED à l'arrière à 45 degrés, et enfin j'ai rajouté un dernier petit tube au-dessus pour pouvoir faire briller un peu ses cheveux. Je vous mets aussi une petite vidéo qui vous montre l'impact de chacun des éclairages sur le sujet. Vous verrez que cet éclairage est relativement classique et qu'on le retrouve dans beaucoup d'interviews. Pour ma part en plus, le cob et les tubes LED étant de la même marque, chez Godox, j'ai pu tout utiliser via mon application mobile et donc même pas avoir à me déplacer sur chaque lumière pour faire mes petits réglages. Petite astuce, si votre sujet n'est pas habitué au tournage et que tout simplement vous ne voulez pas l'embêter à rester fixe pendant que vous faites votre lumière, vous pouvez utiliser une charte de gris neutre fixée sur un pied pour le représenter. En effet, le gris neutre renvoie la même quantité de lumière que la peau caucasienne standard. Et donc vous pouvez faire votre exposition avec ça ainsi que votre mise au point et ensuite demander au sujet de se placer à la place. Bien évidemment, cette technique d'éclairage grâce au gris neutre posé sur un pied fonctionne avec tous les types de peau. Il s'agit là que d'un guide qui va vous permettre d'avoir une référence sur lequel caler votre exposition que vous modifierez ensuite avec le vrai sujet. Bien, maintenant vous avez choisi comment vous allez exposer votre sujet, vous l'avez placé dans son décor, vous avez fait attention à la composition. N'oubliez pas, petite astuce, de vérifier votre mise au point. Vous pouvez être en autofocus si jamais le sujet bouge beaucoup. De façon générale, si le sujet est fixe, on va essayer de privilégier la mise au point manuelle. Il va donc falloir s'attaquer maintenant au son. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions. Les plus utilisées vont être le micro-cravate ainsi que le micro-canon sur pied. Quoi qu'il arrive, il faudra toujours penser à avoir une prise de son de secours. Et oui, en effet, il est beaucoup plus facile de contrôler une erreur sur une image qu'une erreur sur du son, même si vous avez un casque de retour. Que ce soit micro-cravate ou micro-canon sur pied, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Pour ce qui est du micro-canon sur pied, l'énorme avantage, c'est que vous n'allez pas être obligé de microter chaque personne qui passe devant la caméra. Ainsi, quand vous avez plusieurs interviews à la suite à faire, ça peut être intéressant de poser le micro-canon sur pied afin que les personnes aient juste à s'asseoir devant la caméra et à parler. Cependant, la solution du micro-canon sur pied pose aussi un petit souci, c'est dès que la personne va sortir un petit peu du champ, vous allez perdre sa voix. Ce problème-là peut être corrigé grâce à l'usage d'un micro-cravate, mais qui lui, à l'inverse, s'il permet de suivre la voix du speaker, aura comme inconvénient de devoir être posé sur chaque personne et surtout de capter tous les bruits de frottement sur les vêtements. Voici quelques exemples d'usage d'un micro-canon et d'un micro-cravate, ainsi que d'un micro de secours sur la caméra. Exemple d'une voix pris par le NTG4. Exemple d'une voix pris par le Lark 150. Exemple d'une voix pris par le VideoMic Pro. Quoi qu'il arrive, faites toujours attention à la directionnalité de votre micro. Bien souvent, les micro-canons vont être très directionnels et donc prendre la voix uniquement qui est visée. Et les micro-cravates, eux, auront tendance à être omnidirectionnels et donc à prendre la voix dans n'importe quel sens, ainsi que les bruits de fond. Exemple d'une voix extérieure à la scène pris par le Rode NTG4. Exemple d'une voix extérieure de la scène pris par le Lark 150. Exemple d'une voix extérieure de la scène pris par le Rode VideoMic Pro. Et donc si vous êtes en environnement bruyant, je vous conseillerais plutôt l'usage d'un micro-canon et de préciser à votre sujet qu'il ne doit pas trop bouger sur sa chaise. Et donc voilà, on a fait un petit peu le tour du côté technique. On a choisi nos lumières, on a choisi nos cadrages, on a fait attention à la mise au point, on a fait attention au son. Et je vais donc maintenant aborder un peu les conseils généraux qui vont vous aider. Tout d'abord, vis-à-vis de votre sujet, faites attention de savoir s'il est à l'aise ou non devant la caméra. Une des choses qu'on peut faire lorsqu'une personne n'a pas l'habitude de jouer face caméra, c'est de lui demander comment est-ce qu'elle va être installée. En effet, si c'est quelqu'un qui est un peu timide ou qui n'a pas forcément l'habitude d'être filmé, ce qui pourrait être intéressant de faire, déjà c'est de discuter avec elle pour la détendre, et ensuite de lui demander comment est-ce qu'elle va être positionnée, assise, debout, plutôt en tailleur, plutôt droite, afin que ce soit le plus naturel pour elle. Une autre chose que vous pouvez faire, éventuellement, c'est de lui proposer de lui faire une petite démonstration de comment on se place face à une caméra, de lui montrer un petit peu les astuces.
Dans tous les cas, n'hésitez pas à rappeler à votre sujet de bien faire des pauses entre ses phrases, de bien attendre quand elle reprend son propos, afin de vous faciliter le montage. Faites aussi attention à ce qui se passe derrière la caméra. Souvent, les gens vont avoir tendance à avoir le regard attiré vers ce qu'il y a autour de la caméra. Évidemment, si vous vous mettez à faire un moonwalk en tenue de Winnie l'ourson, la personne risque de vous regarder vous plus que la caméra. Pareil pour votre placement, faites attention à vous mettre suffisamment proche de là où la personne doit regarder, parce qu'au moindre mouvement, ses yeux iront sur vous. Et n'hésitez pas à conseiller votre sujet sur les vêtements à porter, afin que la personne n'arrive pas par exemple avec une énorme marque très apparente qui transformerait votre interview en véritable slogan publicitaire. Voilà les oursons, ce qu'on pouvait dire globalement sur l'interview. Comme vous voyez, il y a 2-3 petites choses à respecter pour que ça se passe bien. N'hésitez pas à demander à votre sujet aussi un texte, ou en tout cas les éléments qu'il va aborder, afin que vous ayez vous un point de repère pour le montage et pour le tournage, et surtout pour repérer les points chauds et plus importants. Avec tous les points qu'on a abordés aujourd'hui, vous devriez donc être capable de filmer une interview dans de bonnes conditions. Et vous allez donc pouvoir passer de ça... Bonjour, je m'appelle Zoé Poteau, je suis comédienne. à ça. Bonjour, je m'appelle Zoé Poteau, j'ai 31 ans, je fais 1m60 et je suis comédienne. Évidemment, chaque interview va être différente. Comme je vous l'ai dit, l'important c'est le sujet. Mais il y a aussi une chose à respecter. Dans la mesure où bien souvent ce sont des travaux de commande, en tout cas des travaux demandés par vos clients, il ne faut jamais prendre de risques sur une interview. En général, on évitera de faire des éclairages un peu étranges, on évitera de faire des essais avec du nouveau matériel lors d'une interview client. En effet, là encore une fois, c'est le sujet le plus important, c'est ce que le client veut véhiculer. Et le mettre en valeur avec une belle lumière, c'est intéressant, mais si jamais vous prenez des risques et que vous gâchez le propos avec une lumière qui par exemple pourrait détourner l'attention du spectateur, eh ben vous passerez encore une fois à côté de votre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires et à donner aussi vos petites astuces pour ceux qui vont les lire. C'est toujours bien de pouvoir partager un peu son savoir et de faire son retour d'expérience. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pourrez aussi me retrouver sur Instagram @CharlieLourson et sur Twitch @AlbertStudio. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt sur Charlie l'ourson.